Bonsoir à tous. Et oui, c'est un grand oral avec un horaire et un jour un petit peu spécial ce soir. Bonsoir Michael Darmon. Bonsoir, bonsoir à tous. Horaire spécial, car invité spécial avec nous ce soir dans le studio d'i24 News ici à Paris. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons passer en revue pendant un petit peu moins d'une demi-heure l'actualité française et internationale et notamment les derniers développements qui se déroulent en ce moment même en Proche-Orient. Et on aimerait évidemment avoir votre regard là-dessus. Mais d'abord, peut-être un mot sur l'intervention d'Emmanuel Macron cette semaine, cette interview fleuve, puisque c'est la première fois ce soir que vous allez réagir à cette interview. On retient certaines expressions tenues par le président français, notamment cette phrase « Gaza, c'est la honte ». Que pensez-vous de cette formule? Je la trouve indigne en réalité du président de la République française. Voilà. Mais elle ne m'étonne pas parce que je m'aperçois qu'il ne cesse de multiplier les critiques à l'égard d'Israël, peut-être parce qu'il est incapable d'ailleurs d'apporter une solution en réalité pour faciliter la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Il est en train quand même de faire le grand écart, permettez-moi, parce qu'il dit qu'il lutte contre le fondamentalisme islamiste, mais il reçoit avec tous les honneurs Al-Jolani, dont j'ai vu qu'il avait changé de nom, c'est pour faire oublier ce qu'il a été peut-être. Ahmed Al-Shara, oui, voilà. il s'appelle. Il change de nom pour faire oublier Daesh, Al-Nosra, les attentats en France et tout le reste. Bon bref. On en parlera tout à l'heure, mais d'abord... Il parlait de la situation humanitaire aussi, vous voulez dire. Il a très virulent critiqué l'attitude de l'armée et du gouvernement israélien parce qu'il dit c'est une catastrophe humanitaire. Oui, mais qu'il y ait des difficultés humanitaires dans une guerre, ça n'étonne personne. Que le président de la République française soit capable de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs pour pouvoir faire en sorte que la distribution humanitaire se fasse dans les meilleures conditions, c'est ça son rôle. En réalité, ce que je crois savoir, c'est que l'État d'Israël ne refuse pas du tout, il l'a fait d'ailleurs, de livrer de l'alimentation et des biens de première nécessité à Gaza. Il ne veut pas que ce soit le Hamas qui les distribue. Il ne veut pas que le Hamas mette la main dessus et s'en serve en réalité comme pression, comme il le fait toujours, à l'égard de la population civile. Voilà, c'est cela, d'après ce que je comprends, qui pose une difficulté. Donc, à partir du moment où on a les données du problème, il est quand même relativement simple de trouver le moyen, avec un certain nombre d'acteurs, de pouvoir, les Américains, les Français et d'autres, de pouvoir trouver les moyens pour que la distribution humanitaire se fasse dans des bonnes conditions, sans que le Hamas soit retienne d'ailleurs ses biens alimentaires pour pouvoir les distribuer en fonction du comportement des uns ou des autres. Moi, si vous voulez, j'ai à l'égard du Hamas, je crois, une grande lucidité que ne me semble pas partagée des dirigeants français. Le Hamas, c'est un mouvement terroriste qui se planque au milieu des civils, qui met ses caches dans les hôpitaux, dans les écoles, qui se sert de la population civile comme bouclier humain, et qui, de surcroît, lorsqu'il est confronté à une manifestation d'opposants à sa politique, eh bien, les massacre joyeusement. C'est ça le Hamas. Donc, lui donner un pouvoir, quel qu'il soit, c'est, je pense, une mauvaise chose. Ça, c'est sur ce que fait le Hamas, mais sur ce que fait Israël. Emmanuel Macron parle de honte, l'extrême gauche parle de génocide. Vous, quel serait votre mot ou qualificatif pour désigner ou pour montrer ce que vous comprenez de ce que fait Israël? Je pense qu'Israël fait ce qu'il peut, voyez-vous, dans une situation qui est extrêmement difficile. Moi, je partage l'objectif, clairement, qui est l'éradication du Hamas, qui est une structure, encore une fois, fondamentaliste, on peut éradiquer l'idéologie terroriste. On peut lutter contre une idéologie. Oui, moi, j'ai fait une proposition de loi de lutte contre les idéologies totalitaires islamistes. Mais il faut vouloir le faire. Or, je n'ai pas le sentiment que Emmanuel Macron et d'autres d'ailleurs souhaitent le faire. Maintenant, il faut préserver évidemment les civils, bien sûr. Tout le monde veut préserver les civils, mais il ne faut pas mettre Israël avec des injonctions contradictoires. Si vous voulez, Israël dit on va déplacer la population, on lui dit c'est honteux, c'est horrible, etc. Et en même temps, j'imagine que s'ils veulent les déplacer, c'est pour pouvoir justement éradiquer le Hamas sans avoir la population civile qui sert de bouclier humain
au Hamas. Et retrouver les otages aussi. Si on les déplace pas, eh bien on va dire, vous voyez, vous êtes en train de bombarder et vous tuez des civils. Donc ça n'est pas simple la guerre qui est menée par Israël contre le fondamentalisme islamiste. C'est plutôt que de venir lui apporter peut-être une aide, des solutions dans cette guerre qui nous concerne tous, parce que nous avons tous, encore une fois, le même ennemi. Tous les pays du monde ont le même ennemi, enfin quasiment tous, sauf ceux qui le financent et qui aident les structures terroristes. On va y revenir à ce sujet, mais tout d'abord, une parenthèse qu'on termine par rapport à cette émission. Est-ce que pour vous, ça va être la seule chose qu'on retiendra de cette émission Fleuve de 3 heures avec le président de la République? On peut rien retenir d'autre, puisque on attendait des annonces sur les référendums, etc. Rien. Faut dire que si ça fait 6 ou 7 fois où il prend la parole, assez longuement d'ailleurs, et où la conclusion c'est rien. Hein. Il n'annonce rien, il ne décide rien, et sur un sujet comme l'immigration, qui est un sujet majeur, qui évidemment doit pouvoir faire l'objet d'un référendum, il renvoie cela d'un revers de la main en disant c'est pas le sujet. Si, c'est un peu le sujet. On revient maintenant aussi au Proche-Orient, à la situation dans la région. On a évoqué la situation du côté de Gaza. Il y a aussi encore la situation dramatique et tragique des otages qui sont toujours aux mains du Hamas. Une partie de la population israélienne dit qu'il faut un cessez-le-feu à tout prix pour faire revenir les otages. Qu'est-ce que vous entendez dans cette demande? Non mais moi, la première demande que nous faisons, le premier principe que nous défendons, c'est la libération des otages. La libération des otages, la libération des otages, la libération des otages. Et d'ailleurs, si les otages sont libérés, tout ça s'arrête. En réalité, c'est ce que personne ne veut admettre et que personne ne veut dire. C'est que tout ça s'arrête si les otages sont libérés. Donc on ne peut pas, se plaindre des conséquences et en même temps refuser de rappeler en permanence la cause. Donc, 1, la libération des otages, 2, aucun soutien à un État ou à une organisation terroriste, et 3, à partir du moment où il y aura ça et où le Hamas aura été éradiqué, il faut mettre en œuvre une grande conférence avec l'ensemble des acteurs régionaux. C'est ce que va faire Emmanuel Macron avec la grande conférence à l'ONU en juin. Oui, mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est que sa devise, c'est ces choses-là nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. C'est-à-dire qu'il il a choisi une diplomatie qui est une diplomatie totalement inefficiente. Vous comprenez sa ligne depuis le 7 octobre? Non, mais personne ne comprend rien. On ne comprend pas. D'ailleurs, on comprend tellement pas que la seule conclusion que chacun en tire, c'est que les positions qui sont les siennes sont des positions électoralistes. Voilà. Son absence à la manifestation contre l'antisémitisme, l'annonce de la fin des livraisons d'armes au pire moment pour Israël, l'outrance des propos qui sont tenus aujourd'hui par Emmanuel Macron, l'accord législatif avec LFI, parce que à un moment tout ça se tient. Encore une fois, plusieurs points, ça fait une ligne. Quel électorat? Il ne peut pas se représenter. Alors quel électeur il vise, selon vous? Oui, mais d'accord, il ne peut pas se représenter, mais enfin, il espère toujours avoir une influence sur celui qui va lui succéder. Donc, il a toujours en tête, très certainement, des considérations qui sont des considérations électoralistes. Mais elles sont contraires aux principes qu'il devrait défendre. D'une manière générale, quel regard vous portez sur l'état de la diplomatie française en ce moment? Vous avez récemment voyagé notamment en Afrique, au Tchad, vous voyez des ambassadeurs étrangers assez régulièrement. Comment voit-on la France aujourd'hui? Les ponts se coupent les uns après les autres. C'est-à-dire que la France est en train de perdre absolument toute influence, et notamment dans le continent africain, où elle avait, par son histoire, des relations qui étaient des relations nourries et profondes. On s'est fait virer de partout. Voilà. Emmanuel Macron est une catastrophe diplomatique à lui tout seul. Il a quand même réussi à se fâcher avec l'Algérie et le Maroc en même temps, ce qui est objectivement un tour de force. En général, c'est ou l'un ou l'autre. Bon. Donc c'est une véritable catastrophe. Et comme il le sait, il essaye de multiplier les conférences, les sommets, mais en sachant pertinemment que ça n'est plus lui qui a la main. Emmanuel Macron, il a fait ce que j'ai appelé la télédiplomatie. Il se montre, on le voit en train de téléphoner à Vladimir Poutine avec une caméra à côté. C'est pas comme ça la diplomatie. La diplomatie, elle doit être secrète, voire discrète. Au mieux discrète, et c'est comme ça que les choses avancent. Si vous étiez en situation où élu président de la République un jour, comment vous parleriez par exemple aux acteurs de cette région, du Proche-Orient, en Israël, au Liban, en Syrie, aux Palestiniens?
Eh bien, je leur dirais, encore une fois, qu'ils ont tout intérêt à prendre conscience que l'idéologie totalitaire islamiste est leur ennemi aussi. Parce que, honnêtement, il y a beaucoup de pays arabes qui d'abord luttent déjà contre le fondamentalisme islamiste, l'Égypte, les Émirats arabes unis, de manière très claire, ils les ont considérés comme des terroristes, notamment les frères musulmans. Mais il y a toute une série d'autres pays qui font un peu des accommodements raisonnables, parce qu'en fait, ils n'ont qu'une peur, c'est la montée en puissance de ces islamistes. Bon, donc, ils les craignent. L'ensemble des grands pays, évidemment, ont des raisons également de craindre le fondamentalisme islamiste. La Russie, avec ses républiques musulmanes, la Chine, et on voit bien pourquoi, et l'Europe qui a été la victime du terrorisme, bien sûr. Je ne parle bien sûr pas d'Israël, car c'est une évidence. Donc, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont intérêt à lutter contre le fondamentalisme islamiste, et je viendrai leur dire, écoutez, c'est le moment, là, maintenant, pour pacifier en réalité le monde et la région, il faut arrêter. Il faut couper l'alimentation, mais pas. Il faut couper l'alimentation en armes aux fondamentalistes islamistes. Il faut couper l'alimentation en argent aux fondamentalistes islamistes. Et ça, une coalition de tous les pays peut l'obtenir. Alors, on va parler maintenant d'un fondamentaliste islamiste qui justement a changé un petit peu de présentation face au monde entier. C'est la Syrie. Et d'ailleurs, un homme qui a ses méthodes à lui. Et de nom aussi. Et un homme qui a ses méthodes par rapport au sujet, c'est Donald Trump, qui est cette semaine dans la région. Avant même son arrivée, il a réussi à pousser le Hamas à libérer un otage, sans aucune contrepartie. Du côté de la Syrie, il propose un deal avec une levée des sanctions contre notamment une entrée dans les accords d'Abraham. Finalement, c'est quoi? Ça veut dire que la méthode Trump est celle qui marche, notamment au Moyen-Orient? Écoutez, ça, on verra ça à la fin. Savoir si ça marche. Ce qui est sûr, c'est qu'il tente. Et il est habité par une idée qui est l'idée de la paix. Bon, bah ça, on ne peut que lui en faire crédit. C'est-à-dire que ce soit en Ukraine ou que ce soit dans le conflit qui nous occupe sur ce plateau, il veut arriver à une paix. Donc vous êtes moins sévère avec Donald Trump qui a reçu le leader syrien qu'avec Macron qui a reçu le même. Oui, mais pardonnez-moi de vous dire que moi j'ai toujours plaidé pour qu'on ait des relations diplomatiques avec tout le monde, y compris avec les pires dirigeants. Parce qu'il faut avoir le lien. Parce que si on ne se parle pas, on ne peut jamais obtenir en réalité rien. Et d'ailleurs, on ne sait rien non plus. Mais entre eux, entretenir des relations diplomatiques et accueillir Al-Jolani, comme Emmanuel Macron l'a fait, avec tous les honneurs, en lui déroulant le tapis rouge, en lui faisant visiter la Tour Eiffel, c'est pas exactement la même chose. Madame Le Pen, là, il remet la Syrie dans le jeu, il a levé toutes les sanctions américaines, il va demander en contrepartie qu'il y ait une normalisation avec Israël, et la Syrie va redevenir totalement revenir dans le jeu international. Mais encore une fois, ça vous satisfait parce que c'est Trump qui le fait? C'est pas que ça me satisfasse, et je n'ai pas honnêtement à l'égard de Trump plus de complaisance dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il dit qu'à l'égard de n'importe qui d'autre. Alors voilà. Vous, Présidente, vous auriez fait quoi face au nouveau leader syrien? Ça n'existe pas. Vous l'auriez accueilli? Ça, non. Vous auriez dialogué avec lui? Non, je ne l'aurais pas accueilli avec tous les honneurs en France. C'est un crachat au visage des victimes françaises du terrorisme dont il s'est réjoui lui-même publiquement, parce qu'il s'est réjoui des attentats du Bataclan. Il y a un moment, on ne peut pas brutaliser, encore une fois, les sentiments du peuple français. Donc on ne parle pas avec lui? Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est pas ou tout noir ou tout blanc. Oui, il faut avoir un canal de discussion avec tous les pays du monde. Mais on n'est pas obligé de leur rendre les honneurs. Or, là, ce qu'a fait Macron, c'est lui rendre les honneurs. C'est l'accueillir comme un ami. C'est lui faire visiter, encore une fois, la Tour Eiffel. Et puis quoi encore? Mais Madame Le Pen, vous dites régulièrement, il faut aussi savoir regarder comment le monde évolue. Voilà un leader, en l'occurrence le président de la transition en Syrie, un pays qui est en guerre avec Israël depuis 1948. Qui pourrait peut-être normaliser. Est-ce que ça, c'est pas finalement une évolution qui vous inciterait à avoir un regard différent sur lui? Non, mais sur lui, non, j'aurais pas de regard différent. Là, c'est très clair. Maintenant, il y a la Syrie, il y a les Syriens, il y a le peuple syrien, qui est pas obligatoirement un peuple intégralement derrière Al-Jolani, pardonnez-moi. Et puis quand même, je voudrais rappeler que moi, je veux bien croire qu'on puisse changer. Mais les premiers pas ne m'ont pas démontré cette volonté de changement, parce que entre le massacre des Alaouites et les massacres auxquels on a été confrontés des minorités il y a quelques jours, il y a un moment, on se dit qu'en réalité, est-ce que véritablement ce double discours n'a pas vocation à tromper les capitales occidentales? C'est intéressant parce qu'en fond, quelque part, c'est en résonance ce que parfois on pense de vous.
on dit, bah, voyez, vous vous dites j'ai changé, mais certains vous disent... mais moi j'ai jamais dit j'ai changé, moi ça fait 25 ans... Vous dites on a changé, on a évolué, et en fait vous dites, mais donc vous comprenez qu'il peut y avoir une... Non mais moi ça fait 25 ans que je suis en première ligne, d'accord, dans la vie politique française. 25 ans. Alors vous voyez, si au bout de 25 ans vous vous apercevez dans votre mariage, par exemple, que votre femme n'était pas du tout celle que vous croyez, posez-vous des questions sur vous-même. Moi, ça fait 25 ans que je dis les choses clairement. Il m'est arrivé de changer d'avis sur des sujets. J'ai expliqué pourquoi j'avais changé d'avis, à la différence d'Emmanuel Macron, parce que lui change d'avis, il n'explique jamais pourquoi. Voilà, on passe de moins 14 réacteurs nucléaires à plus 14, il n'explique pas pourquoi. Sur l'Ukraine, il dit qu'il ne faut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Depuis 3 ans, il nous dit l'inverse. Et moi qui dis évidemment qu'il ne faut pas qu'elle rentre dans l'OTAN, je me fais malmener. Bon, bah, il a changé d'avis là dans la dernière émission précisément. Bon, lui il change d'avis en permanence, il n'explique pas pourquoi. Moi, il peut m'arriver de changer d'avis sur un temps de 25 ans. Évidemment, c'est possible, mais j'explique pourquoi. Alors, justement sur votre positionnement, Marine Le Pen, parce que vous recevez évidemment ce soir sur Act 24 News, certains de nos téléspectateurs peuvent être peut-être interpellés. On vous a déjà reçu par le passé, et notamment au moment de la campagne présidentielle. En France, tous les partis politiques ont pris des positions très très claires depuis le 7 octobre. Allez, d'un côté, la France insoumise avec ses choix. Vous avez été très clair dès le 7 octobre, notamment par la voix de la personne chez vous qui parle de ce sujet, Julien Andoul notamment, avec des positions très fermes sur l'antisémitisme, sur Israël, une participation à la marche contre l'antisémitisme. Il y a peut-être des gens ce soir, Marine Le Pen, parmi nos téléspectateurs, qui se demandent tout de même, en regardant ce que vous faites depuis le 7 octobre, est-ce que tout cela est le fruit d'une sincérité ou alors simplement de l'opportunisme pour achever la dédiabolisation? Mais encore une fois, ceux qui sont de bonne foi regardent mon parcours. Ce que j'ai dit, ce que j'ai déclaré, ce que j'ai fait, les actes qui ont été les miens. Parce que la rupture qui a été celle que j'ai menée comme présidente du Rassemblement national sur ces sujets-là, je les ai assumés publiquement et elles m'ont coûté personnellement. Vous savez, quand quelque chose vous coûte personnellement, c'est qu'en règle générale, la démarche est sincère. Je n'ai jamais varié sur ce sujet, jamais. Voilà, ça fait 25 ans que, avec la persistance, la pugnacité qui est la mienne, j'ai toujours défendu la même chose. Et je me souviens qu'il y a 15 ans, je disais le Rassemblement national est le meilleur protecteur des Français de confession juive. Ça date pas d'hier, ça date pas du 7 octobre, ça date depuis de très nombreuses années. Voilà. Donc je ne peux pas. Et quand vous dites ça vous en a coûté, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que quand vous excluez votre propre père du mouvement politique, personnellement ça vous coûte, voilà. C'est pour ça que ça a peut-être plus de valeur que simplement des déclarations. C'est pour ça que lors de la manifestation en novembre 2023 contre l'antisémitisme et pour la République, vous avez eu cette phrase en disant « je suis là où je dois être ». Oui. On avait eu le sentiment que c'était un tournant, mais en fait pour vous c'était totalement normal. Pour moi c'est une évidence. Encore une fois, mon objectif c'est de protéger les Français. Et dans les Français de confession juive sont particulièrement ciblés en ce moment. Alors de plus en plus, disons-le clairement, la montée de l'antisémitisme est vraiment une source de très grande inquiétude. Et la banalisation qui entoure la montée de cet antisémitisme est peut-être encore plus inquiétante. Et vous dites quoi aux Juifs de France? Parce que certains, vous le savez, partent en Israël ou ailleurs, ne se sentent plus en sécurité, notamment depuis le 7 octobre, et on voit ces derniers mois que les choses ne s'améliore pas. Est-ce que c'est la fin d'une histoire entre les Juifs et la France? Mais d'abord, je vais dire aux Français de confession juive, coucou, la France c'est chez vous, donc on va se battre ensemble. Enfin, je veux dire, si on part tous à droite à gauche en se disant, c'est compliqué. Vous imaginez bien que ça ne suffit pas de dire coucou aujourd'hui. Non, mais vous voyez, on peut pas tous partir. Donc je leur dis, votre place, évidemment, est dans votre pays. Et donc le combat politique, vous devez. Mais la République, pour l'instant, aujourd'hui encore, elle protège les Juifs, selon vous, ou pas assez? Pardon, mais enfin, à partir du moment où ils se sentent obligés de déménager de leur quartier, où ils ont peur quand ils sortent dans la rue, où des rabbins sont attaqués parce que ils sont rabbins et où il existe dans notre pays des partis politiques qui justifient ça. Parce que qu'est-ce que peut faire la République? Je comprends qu'ils soient inquiets. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus, la République? Vous avez raison, il y a toutes les protections, il y a tout, il y a les réactions. La République, il faut qu'elle mène le combat contre l'idéologie totalitaire islamiste, vraiment. Voilà, pas comme ça,
sur les bords, vraiment. Bon, encore une fois, je vous le dis, mais les mesures sont là, les lois sont là. Non, les mesures sont pas là, non. D'abord, quand on ne maîtrise pas l'immigration et qu'elle devient à ce point anarchique, on ne peut pas envisager de lutter contre le fondamentalisme islamiste qui, en réalité, se sert de cette immigration anarchique pour pouvoir développer ses réseaux. Monsieur Retailleau nous dit il y a un rapport qui est terrifiant sur les frères musulmans. Ça fait 15 ans que je demande. Ça fait 15 ans que je demande l'interdiction des frères musulmans. 15 ans. Bon, aujourd'hui, ils découvrent qu'ils sont partout et qu'ils sont très influents. Un conseil de défense va se consacrer à ce rapport-là donc très prochainement. Vous demandez à nouveau l'interdiction des frères musulmans. Mais c'est une congrégation religieuse, comment peut-on l'interdire? Oui, si, vous inquiétez pas. De la même manière qu'on peut lutter contre l'idéologie totalitaire islamiste, on peut évidemment savoir quelles sont les relations, c'est le rôle d'ailleurs de nos services de sécurité et de renseignement, quelles sont les connexions qui existent entre les frères musulmans et toute une série d'associations dans toute une série de domaines. Mais il faut lutter avec une loi. Nous, on l'a rédigé cette loi avec Jean-Paul Garot. C'est une loi contre tout ce qui touche à la promotion, à la défense, au financement de cette idéologie totalitaire. Si on ne comprend pas que nous sommes confrontés à une idéologie totalitaire, on n'arrivera pas à la combattre. Et évidemment, nous n'obtiendrons pas la victoire contre elle. Marine Le Pen, nous arrivons maintenant aux 6 dernières minutes de l'émission. On va revenir quand même un petit peu à l'actualité française et certaines échéances, Mickaël. Cette émission, effectivement, avec le président de la République, donne le sentiment que, au fond, les grands problèmes ne seront pas réglés avant la campagne présidentielle de 2024. Est-ce que, vu l'état de la société française aujourd'hui, est-ce que vous sentez d'ores et déjà le thème de campagne qui peut s'imposer ? Le thème de campagne, il est évident. C'est la reprise en main par le peuple français de son avenir. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, entre une Union européenne qui est de plus en plus, invasive, et même antidémocratique, parce qu'elle aspire des pans entiers de notre souveraineté, de nos compétences et même de notre puissance. C'est même plus un transfert de compétences, c'est un transfert de puissance qui est effectué et la perte de contrôle de nos territoires à l'intérieur de nos pays au bénéfice des narcotrafiquants, des délinquants, des criminels et encore une fois d'une immigration massive dérégulée. Voilà, il faut reprendre le contrôle. Ça va être ça le vrai sens en fait de la prochaine présidentielle. Une présidentielle avec une autre échéance. Ce sont vos échéances face à la justice, parce que évidemment ça a marqué un tournant important dans les expectatives. On a une procédure qui va nous mener jusqu'à 2027, le suspense peut-être jusqu'à 2027, avec d'ici là l'appel de 2026. Est-ce que vous allez continuer à être la candidate et à revendiquer être la candidate, sachant peut-être qu'on ne saura si vous y êtes autorisé seulement 3 mois avant le scrutin? Oui, parce que je considère que le combat judiciaire qui m'est mené est en réalité une sorte de combat politique. Et l'objectif est de m'empêcher, d'ailleurs la magistrate le dit très clairement dans son jugement, elle veut m'empêcher d'être candidate à la présidentielle. Donc je vais me battre pour être la candidate, évidemment, à la présidentielle, parce que ce serait un scandale absolument majeur que des millions de Français, peut-être une majorité d'ailleurs de Français, soient privés de choisir son futur dirigeant. Ça veut dire que si effectivement, une fois de plus, vous êtes déclaré inéligible, mais avec la possibilité de faire appel, non pas avec une exécution immédiate, vous continuerez... Ah non, de toute façon, l'appel fixera ou pas ma capacité à être candidate. Voilà, je le serai. Si j'arrive à démontrer mon innocence et si on m'entend et si on m'écoute et si on n'a pas derrière la tête la volonté de m'empêcher d'être candidate plutôt que d'appliquer le droit entre nous, et c'est dans cet état d'esprit que je me mets, parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Et puis si je ne le suis pas, je l'ai dit, de toute façon, il y aura quelqu'un qui représentera les idées de notre famille de pensée, c'est Jordan Bardella. Et pour vous, il a les mêmes chances de l'emporter que vous prêtez? Mais je ne suis pas en capacité de vous dire cela, pour une raison simple, c'est que nous sommes en quelque sorte partagés les rôles. Nous avons fait un binôme, moi à la présidentielle et lui en qualité de Premier ministre. Et donc nous avons travaillé depuis des années, chacun dans notre couloir respectif, tout en étant, vous le savez, très proches. Et donc ce serait un bouleversement. Mais les Français n'accepteront pas de se faire priver ainsi de la capacité à voter pour leurs idées. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé en Roumanie pour comprendre ce qui se passe quand on essaye de priver les peuples de leur aspiration démocratique. Alors, Jordan Bardella était en Israël il y a quelques semaines. Marion Maréchal était en Israël avec lui. Marine Le Pen en Israël, c'est pour quand? Je sais pas, il faut demander ça au gouvernement israélien.
parce que je ne viendrai en Israël que si je suis invité, bien entendu. Voilà. Au niveau du gouvernement et que ça va être reçu par le chef du gouvernement. Vous attendez une invitation officielle? Oui, enfin, j'attends l'invitation officielle. Je pense que Israël a beaucoup de choses à faire en ce moment et peut-être que Marine Le Pen est le cadet de ses soucis, pour être tout à fait honnête avec vous. Et encore une fois, en fait, que si vous allez, c'est pour être reçu au niveau. J'ai du respect pour le combat qui est actuellement mené, dont je considère que c'est un combat dont bénéficient encore une fois beaucoup d'autres pays. Non, mais sur la question de Michael. Beaucoup d'autres pays. Pas de voyage en Israël si c'est pas une invitation du bureau du Premier ministre. Non, enfin, vous savez, encore une fois, je vais me présenter pour la 4e fois à l'élection présidentielle. Je suis donné comme favorite à l'élection présidentielle. Alors, je pourrais aller passer mes vacances en Israël, notez, mais on trouverait ça étrange que je ne puisse pas rencontrer les plus hauts dirigeants. Ça pourrait être surprenant, remarquez, de vous croiser plage de Tel Aviv. D'ailleurs, je suis une femme surprenante. On attend ça alors. Méfiez-vous. Marine Le Pen, justement, et on va peut-être finir avec ça. Quel est votre regard aujourd'hui sur Israël? Une démocratie très agitée, un Premier ministre qui subit la pression de son extrême droite. Certains craignent que le pays devienne une démocratie illibérale. Quel est votre regard à vous sur Israël? C'est une démocratie, quoi. Parce que nous, c'est pas mieux. On a aussi, une Assemblée nationale et un Premier ministre qui n'a pas de majorité absolue, qui est soumis à la pression des uns et des autres. Le fait que le gouvernement israélien est autorisé pour la première fois à avoir des contacts avec le Rassemblement national fait dire à certains, c'est une évolution populiste, c'est une évolution illibérale. Mais non, mais écoutez, la gauche et l'extrême gauche taxent d'extrême droite tout ce qui ne pense pas comme elle. Voilà, donc tout ce qui est à la droite de Mélenchon est d'extrême droite. Donc évidemment, vous imaginez bien que comme il conteste radicalement l'action que mène Israël, Monsieur Netanyahou est immédiatement devenu quelqu'un d'extrême droite. Bon, mais demain ce sera d'autres, Monsieur Darmanin, Monsieur Retailleau, enfin, vous savez, ils distribuent cette étiquette pour le coup assez largement, ils sont généreux dans ce domaine. Donc je ne m'attache pas du tout à cela. Ce qui m'intéresse, c'est encore une fois, et je ne fais pas d'ingérence dans la politique israélienne, ce qui m'intéresse, c'est en quoi ce que fait Israël aujourd'hui peut bénéficier à l'ensemble des pays attachés à la démocratie et à la liberté. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation ce soir.